Bonjour, bienvenue sur Bonjour. Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On l'a souvent constaté, la période qui s'est ouverte avec le 7 octobre a accusé les clivages, séparé les couples même et brisé en tout cas des amitiés. Le livre dont nous parlons aujourd'hui retrace l'histoire d'une amitié politique qui a volé donc en éclats à l'occasion du conflit en cours. Julien Dray et Jean-Luc Mélenchon partageaient pourtant une même espérance pendant longtemps. Leur amitié s'est donc fracassée sur les dérives de la gauche radicale française. Bonjour Julien Dray, Bonjour. ancien député socialiste de l'Essonne. Votre nouveau livre donc s'intitule Qui est Mélenchon? Il est édité aux éditions Plomb. On va commencer, si vous voulez bien, par une scène que vous racontez en détail et qui se passe le soir même du 7 octobre, après avoir passé la journée à tenter de vous renseigner sur ce qui s'était passé en Israël et dont on n'avait pas encore une idée très très précise. Vous dînez avec quelques amis pour tenter de sortir de l'hébétude dans laquelle, dites-vous, vous vous trouviez depuis le matin. Et voilà que l'un de vos amis vous informe à ce moment-là du communiqué du groupe parlementaire LFI-NUPES qui commence par la phrase suivante: l'offensive armée des forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Voilà, communiqué donc de LFI-NUPES. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Julien Dray, dans votre esprit? Le 7 octobre, on l'a tous vécu de manière, je dirais, perturbée, intense, dramatique. La journée, elle est pas d'une grande clarté émotionnelle, hein, puisqu'on est toujours dans une tension totale. Et donc la concentration à ce moment-là, voilà, elle n'est pas totale sur les. Mais c'est vrai que dans un premier temps, je suis un peu étonné. Je comprends pas. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un fake ou si c'est pas voilà, je m'attendais pas à une prise de position de cette nature-là. Oh, je voyais bien les dérives qui existaient à travers les prises d'opposition multiples de Mélenchon ces dernières années. Je voyais bien la dérive aussi d'une certaine extrême gauche là depuis plus longtemps. Qui confondait ou qui avait inventé ce concept d'antisionisme pour masquer ce nouvel antisémitisme, mais je m'attendais pas brutalement à les voir se rallier comme ça, je dirais, aux thèses du Hamas dans une défense de ce qui par ailleurs était un vrai pogrom, parce que quand même au soir du 7 octobre, on se rend compte que c'est pas simplement des attentats classiques depuis des années ou des décennies en Israël, qu'il s'est passé autre chose. Voilà. Et donc j'ai un peu d'incrédulité. Voilà, si je peux résumer ça, incrédulité en disant bon, voilà, ça, voilà, c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça. Voilà. Et puis mes amis qui sont autour de la table se mettent tous à chercher, et les heures passant par la suite, on va découvrir que c'est pas une prise de position isolée, mais que ça devient la position officielle de la France insoumise. Parce que le premier communiqué, pour l'histoire, enfin, j'ai vérifié, c'est Daniel Obono qui l'a écrit. C'est la première prise d'opposition. Et pour la précision des choses, Daniel Obono, à l'intérieur de la France insoumise, n'est pas n'importe qui. C'est pas une jeune militante qui a été promue par l'activité. Voilà, elle est affiliée à un groupe d'extrême gauche d'origine anglaise. Alors, en France, ça s'appelait Socialine par en bas. Je vous passe les détails, etc. Mais sur ce qui est intéressant, c'est l'affiliation. Et l'affiliation, c'est avec les groupes d'extrême gauche anglais animés par inspirés par un auteur qui s'appelait Tony Cliff, et qui a entre autres produit le leadership de Corbyn sur le Parti travailliste. Donc vous voyez, et c'est là qu'est née l'idée que trotskisme et islamisme pouvaient faire bon ménage. Alors justement, on va revenir sur cette question, sur cette interrogation qui reste quand même un peu un mystère. Vous écrivez: depuis le 8 octobre, je livre une bataille sans relâche sur les réseaux sociaux. Un flot de haine se déverse sur le non-juif et sur l'histoire d'Israël. Une partie de ma famille politique d'origine, les trotskistes, les socialistes, les communistes, se joint à cette chorale anti-israélienne. Donc il faut là peut-être que vous nous expliquiez comment vous comprenez, en tant que finalement, j'allais dire, spécialiste des idéologies et théoricien aussi, comment vous expliquez ce lien entre trotskisme, ce que vous venez de dire, et islamisme. Alors, il y a différents, dans la gauche française, elle a toujours été diverse, donc il y a différents courants. Euh,
le Parti communiste, c'est pas surprenant. C'est-à-dire, c'est à la fois surprenant et pas surprenant, parce que le Parti communiste, depuis déjà une trentaine d'années, sur la question du conflit au Proche-Orient, a toujours considéré que, je dirais, l'État d'Israël, certes, devait exister, mais a toujours côtoyé, je dirais, les mouvements antisionistes, entre guillemets, et voilà. Ce qui était beaucoup plus surprenant, c'est de voir cette évolution des, 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 des trotskistes, d'autant que c'est ce noyau-là qui va, je dirais, contaminer tout le reste. Bon, parce que c'est lui le plus actif, c'est lui le plus présent, et que en France notamment, c'est la France insoumise sur le fond, hein. Bon, parce que je le laisse de côté l'histoire de Poutou, de Besancenot, etc. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que, en fait, c'est la reprise quasiment mot à mot des thèses qui ont été inventées par cette fameuse extrême gauche anglaise. Mm. Ça part d'une idée qui est simple, euh, fondamentalement. Ça part d'abord d'un découpage du monde qu'on appelle le campisme. Bon, c'est-à-dire il y a deux camps. Il y a deux camps, les bons et les méchants. Voilà, si je peux dire. Il y a le camp de l'impérialisme, qui est le grand Satan, et l'impérialisme, c'est les Américains, et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, accompagnent ou sont affiliés aux Américains, à l'impérialisme, et ou le représentent ou le défendent. Et puis, il y a de l'autre côté tous ceux qui souffrent des conséquences de cet impérialisme. Voilà. Ça, c'est le camp des gentils. Voilà. Euh, alors, c'est à partir de cette vision du monde qu'on appelle la vision campiste, c'est-à-dire voilà, que en gros, c'est une vieille théorie qui est ce qu'on appelle la contradiction première et la contradiction secondaire. C'est les maoïstes qui ont inventé ça. Voilà. Donc la contradiction première, c'est la plus importante. La contradiction secondaire, elle est moins importante. Donc dans cette vision campiste du monde, bah, la contradiction première, c'est l'affrontement avec l'impérialisme américain. Après que dans cet affrontement, bah, vous ayez des gens qui sont moins fréquentables, moins sympathiques. C'est ce qu'on appelle correction secondaire. Voilà. Parce que la théorie que là vous connaissez, on revient à des choses, je dirais, plus populaires. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Voilà. Mm. Euh, et donc, ils ont, à la fin des années 70, il y a un personnage qui pourtant avait vécu en Israël, qui s'appelle Tony Cliff, hein, dont la famille a été quasiment à l'initiative, pas, bon, a participé à la fondation d'Israël, qui est retourné en Angleterre et qui, à partir de là, va commencer à émettre l'idée que Israël est devenu le représentant de l'impérialisme américain au Moyen-Orient et dans cette région du monde, le gendarme. Ceux qui se revendiquent de ça disent donc qu'Israël est une forme de gendarme de la région au service des intérêts américains. Et donc, évidemment, tous ceux qui s'affrontent à ce gendarme sont potentiellement nos alliés. Et ils vont aller beaucoup plus loin à partir de là, puisqu'ils vont inventer le concept, je dirais, de masse islamiste. Voilà. Et donc, celui qui va venir derrière s'appelle Joe Hansen. Et lui, alors, il va faire un panorama de tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, prenant pays par pays, et en disant, grosso modo, quand l'islamisme est au gouvernement, et gouverne les pays, ça ne peut pas être nos alliés. Mais quand il n'est pas au gouvernement et qu'il s'affronte avec les gouvernements, voilà, il peut potentiellement être nos alliés. Donc, si j'applique cette théorie à Israël, eh bien, les masses palestiniennes sont de fait des alliés dans la lutte contre l'impérialisme américain. Voilà. Et c'est ça qui surdétermine tout le reste. Et donc l'idée, à partir de là qu'ils ont constitué en Angleterre, mais qui va s'appliquer par la suite, c'est que les trotskistes ont une théorie qui s'appelle le front unique, c'est-à-dire frapper ensemble, marcher séparément. Je vous la fais courte, hein. Et donc ils théorisent l'idée que désormais il y a un front uni à faire avec les masses islamistes et toutes les organisations issues des masses islamites et qui mènent ce combat. Donc le Hamas, donc le Hezbollah. Donc, la participation, par exemple, de Corbyn à beaucoup d'initiatives, qui va même se rendre sur la tombe de dirigeants du Hezbollah, etc. Voilà. Et donc, pour Mélenchon, en fait, dans son évolution, il va reprendre à son compte cette théorie-là. Et c'est pour ça que j'ai cité le nom de Danielle Obono, parce que elle est d'un certain point de vue celle qui fait cet apport théorique auprès de Mélenchon.
Alors ça, c'est l'apport théorique. Peut-être Théorique une entre question. guillemets, hein. Ah Ouais. oui, peut-être, oui, je comprends bien. Une question quand même avant d'aller plus loin. Vous dites que ce qui est premier, c'est l'anti-américanisme, Et l'anticapitalisme, l'impérialisme, et l'antisémitisme là-dedans, il n'est pas premier à votre avis non, il va découler de cet anti-impérialisme, parce que Israël est vécu comme étant de fait, comme étant le représentant de cet intérêt. Et spontanément, je dirais, ces mouvements-là ne sont pas antisémites, mais le deviennent progressivement. Et c'est pour ça qu'on dit que l'antisionisme aujourd'hui est une version moderne de l'antisémitisme. Voilà. Alors, avec après, évidemment, derrière tous les présupposés, l'argent, les juifs américains, le capital, voilà, etc. Voilà. Et ce que vous retrouvez d'ailleurs dans les propos parfois de Jean-Luc Mélenchon en disant il domine les médias, voilà. On explique souvent son soutien donc, de Jean-Luc Mélenchon aux Palestiniens par le désir de mobiliser derrière lui l'électorat musulman, devenu le nouveau prolétariat. Lui-même parle de Nouvelle France, hein, c'est l'expression qu'il a utilisée récemment, la créolisation. Donc, est-ce que ces positions pro-Hamas sont à mettre sur le compte d'un calcul politique ou est-ce que ça s'associe avec les idées que vous venez de nous dire à l'instant, le Les deux, positionnement idéologique? les deux, si je peux me permettre. On a fromage et dessert. Hmm. Euh, les deux, parce que oui, c'est vrai que et c'est ce que j'essaye de voir dans le livre et de dater d'ailleurs presque. euh, euh, c'est, c'est une conversion pour Jean-Luc Mélenchon. C'est une découverte et une conversion. Il le dit d'ailleurs dans ses propos que je rapporte. Il dit, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Le monde euh, de, de ces jeunes opprimés, racisés, discriminés. Euh, il le décrit même, il dit, j'ai découvert que ce qui était Gaza, un camp de concentration à ciel ouvert. Faut le faire quand même. Hein. Voilà, donc il reprend à son compte toute cette phraséologie qui était déjà portée par les mouvements islamistes. Il va à la rencontre de cela. Voilà. Alors, il va d'autant plus que ça va s'adosser à ce que je vous ai dit sur le plan théorique. Et puis après, il y a le calcul politique, oui, il y a un calcul politique qui est simple et que lui font un certain nombre de députés issus des quartiers populaires, dits populaires. Ils disent, regarde les scores qu'on fait. Et donc, qui vote pour nous? Et donc, c'est donc bien pour lui euh, la rencontre avec un nouvel électorat, voilà, dont il va essayer de conquérir l'hégémonie, de conquérir le leadership. Il faut être honnête, non, qui lui a pas mal réussi, voilà. Parce que même si les manifestations pro-palestiniennes, je parle indépendamment des attentats, de l'antisémitisme que ça a révélé, des agressions, etc. Quand on regarde les manifestations en France, elles sont pas gigantesques. Vous voyez? Je dirais pour l'opération, ce qu'on appelait l'opération plomb durci, c'est-à-dire la fameuse guerre au Liban, etc., tous les manifestations étaient beaucoup plus importantes. Là, on n'a pas eu, à l'inverse d'ailleurs, d'autres pays. Hein, je veux dire, si vous regardez l'Angleterre, là, c'est dramatique ce qui s'est passé. Euh, parce que c'était d'ailleurs, je pense que les Anglais se sont réveillés brutalement, ont découvert qu'il y avait deux Angleterres quasiment maintenant. Hein. En France, on a eu des manifestations réelles, mais qui sont restées quand même assez circonscrites sur le plan numérique. Voilà. Ça n'a pas été les foules en délire. Mais pour Mélenchon, à ce stade-là, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'asseoir l'hégémonie sur ceux qui descendent dans la rue. Et notamment sur cette partie de la jeunesse qui, à travers la cause palestinienne, je mets ça entre guillemets, a l'impression qu'elle retrouve un combat ancestral, un combat décisif, structurant, tout ce que vous voulez. Voilà. Et là, il a assis, c'est clair, une hégémonie. Ça lui fabrique des troupes. Hein. Ouais, Qui vont lui parce faire gueule. il se dit convaincu de trouver dans l'électorat musulman les 600 000 voix qui lui ont manqué pour accéder au second tour de la prochaine présidentielle, enfin en 2017 donc. Et vous nous dites qu'il est convaincu qu'il n'a rien à perdre car les prolétaires blancs sont passés au Rassemblement national. Donc finalement, c'est peut-être un bon calcul politique.
de dire on a perdu les prolétaires blancs, entre guillemets, on prend d'autres prolétaires, musulmans en l'occurrence, et avec ça, on va se hisser au deuxième tour pour être face au Rassemblement national et espérer l'emporter à ce moment-là. Nous allons reprendre dans quelques instants le fil de cet entretien, quelques petites secondes, le temps de vous rappeler que notre chaîne est totalement indépendante et n'existe que grâce à votre soutien. Si vous souhaitez donc nous aider à nous développer, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo et qui vous mènera jusqu'au site Buy Me a Coffee où vous y trouverez plusieurs options pour soutenir la chaîne Mosaïque. Merci vraiment à toutes et à tous. Et nous reprenons donc maintenant notre entretien. Pour être honnête, c'est pas un mauvais calcul politique. C'est un calcul politique qui, là, est chiffré. Euh, Jean-Luc Mélenchon part sur les chiffres et adossé aux chiffres. Les chiffres, c'est quoi? C'est grosso modo 10 millions de musulmans en France. Et sur ces 10 millions de musulmans, il y en a 7 qui sont français. Voilà. Et donc, qui sont des électrices et des électeurs. Sur ces 7 millions, aujourd'hui, il n'y en a que à peu près 30% qui votent. Et quand ils votent, ces 30%, ils votent à 70% aujourd'hui pour la France insoumise et pour Mélenchon. Imaginons qu'au lieu de voter à 30%, ils votent comme le corps électoral traditionnel, c'est-à-dire 70%, et que Mélenchon maintient cette hégémonie, il est à grosso modo 6 millions de voix. Hein. 6 millions de voix, vous êtes à 2 doigts du deuxième tour de la présidentielle. Si vous rajoutez 2 millions de militants d'extrême gauche, de solidaires, de tout ce que vous voulez, vous êtes au deuxième tour de la présidentielle et vous êtes dans ce qu'espère Jean-Luc Mélenchon, la confrontation totale du deuxième tour entre, comme il le dit lui-même, hein, ses formules, le choix, ça sera entre eux et nous. Eux, c'est le Front National ou le Rassemblement National. Et nous, c'est moi. Voilà. Et tous ceux qui sont derrière moi. Voilà. Et de là, il rejoint ce qui est son rêve. C'est ce qu'on appelle la théorie du chaos. Voilà. Cet affrontement, il sera à la fois électoral, mais il sera total. Il sera la conflictualisation de tout. Et Et dans, dans quel but final? dans ce but final, c'est la prise du pouvoir, parce qu'il estime qu'il aura lui, qu'en face, il aura un adversaire, certes, mais que lui, il aura la dynamique. Voilà. Et alors, euh, que je me comprenne bien, beaucoup de gens vous disent non, mais il gagnera jamais. Mais je suis pas certain qu'il soit dans une logique de victoire électorale. Mais je suis par contre convaincu qu'il sera dans une logique de paralysie de la société française et qu'à ce moment-là, il y a une vieille théorie léniniste qui dit la force va à la force. Voilà. Et d'un certain point de vue, c'est lui qui apparaîtra comme la dynamique. Et d'ailleurs, quand vous discutez aujourd'hui, je dirais un peu de manière polémique avec des responsables du Rassemblement national, ils commencent à intégrer cette dimension-là. Et autant il y a certainement encore quelques mois, ils se disaient, bon, bah, deuxième tour Mélenchon, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Mélenchon, c'est tout bon pour nous, on gagnera. Autant aujourd'hui, ils disent, peut-être on va gagner, mais ça sera pour nous le pire des scénarios, parce que le pays, pour nous, derrière, sera ingouvernable. Pourquoi? Parce qu'il y aura des tensions, parce que dans les cités, parce que, voilà. Et vous avez même des dirigeants, je les côtoie pas, mais je les croise de temps en temps sur des plateaux de télé ou dans des débats, qui vous disent, et en plus, comme il va radicaliser, il va pousser les plus durs des nôtres à se radicaliser aussi. Et c'est là qu'on rentre dans le schéma de confrontation entre le fascisme et les masses. Et il peut s'appuyer sur une mobilisation concrète des jeunes dans les banlieues, etc. Voilà, exactement. Oui. Voilà. Hein. C'est pour ça que on en revient ça sera entre eux et nous. Mm. Parce qu'à ce moment-là, les autres tomberont les masques, ça sera des fascistes, et tout le monde sera obligé de se rallier à moi parce que je serai le rempart contre le fascisme, voilà, le défenseur de tout ce que vous voulez, voilà. Alors, juste par rapport à ce que vous disiez, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, oui, il y a un tournant. Et ce tournant, je l'ai décrit dans le livre. C'est après l'affaire des Gilets jaunes, après le conflit des Gilets jaunes. Parce que rappelez-vous que quand Jean-Luc Mélenchon est candidat en 2012, c'est le candidat anti-Le Pen. Mais c'est le candidat anti-Le Pen qui se donne pour objectif de reconquérir l'électorat populaire. Et l'électorat populaire, je dirais, ouvrier blanc. Voilà. Hein. Au point aussi que il en fait la thématique essentielle de sa campagne de 2012. Et ça lui fait sa spécificité. C'est ça qui fera, qui fera, je crois, 8 ou 9%.
parce que il sera le candidat. Rappelez cette fameuse émission où, avec Marine Le Pen qui ne sait pas lui répondre, qui est paniqué, etc. et tout. Bon voilà, et il va même aller se présenter pour la défier aux élections législatives. Voilà. Mais au moment du conflit des Gilets jaunes, ce conflit qui est quand même un conflit entre guillemets de prolétaires blancs. Bon, euh, alors prolétaires au sens exploité, au sens de gens qui s'affrontent à un système, tout ce que vous voulez. Normalement, il doit en faire son miel, d'un certain point de vue. C'est lui qui, à ce moment-là, doit porter cette contestation, cette radicalité sociale, etc. et tout. Et il va passer complètement à côté. Voilà. Je décris, bon, je vous passe les détails, les lecteurs verront, je décris un entretien, un déjeuner auquel je participe avec lui, quoi, et où je me rends compte qu'il est dans une compréhension des choses qui est pour le moins surprenante pour moi, parce que lui, il considère que à ce moment-là, il a repris à son compte les théories de Chantal Mouffe et de sociologues comme ça. Il considère que désormais la rupture est entre la rupture la plus importante, c'est entre l'élite et l'horizontalité. Voilà, hein. L'horizontalité, c'est tous ceux qui sont pas voilà. Et il pense donc qu'il va y avoir une sorte de rencontre spontanée entre ces gilets jaunes et lui, et qui vont le porter spontanément. Et donc la rencontre, ça va être ça. C'est pour ça qu'il va dans les manifestations, mais dans les manifestations, il est convaincu qu'à un moment donné, on va venir le chercher et qu'on va le mettre à la tête de la manifestation parce que ça va être lui le porteur. Or, les gens sont polis, on lui serre la main, mais c'est pas, c'est un combat social. Et dans ce combat social, bon, Mélenchon c'est peut-être solidaire, mais il peut pas être le leader. Vous voyez? Donc, Il peut pas il a été à ce moment-là, effectivement. à ce moment-là, ça passe complètement. Et d'ailleurs, le résultat des élections européennes qui viennent derrière ce conflit sanctionne cela, puisque celui qui faisait presque 20% quelques mois auparavant va faire 6% aux élections européennes. Et quand vous regardez, le mouvement des Gilets jaunes, soit il s'est abstenu, soit il a voté Rassemblement national. Donc pour lui, vous voyez, il y a quelque chose qui fonctionne plus, et il considère que cette reconquête qu'il avait annoncée au début des années 2010-2012, bah, voilà, c'est fini. C'est ce qu'il dit. Je me tourne vers cette nouvelle France. Et les expressions sont claires. Cette nouvelle France, ces nouveaux prolétaires, ces nouveaux exploités. Et c'est pour ça que le concept clé qu'il utilise, c'est l'islamophobie. Parce que comment il assoit cette hégémonie? Il l'assoit parce que dans ces milliers de musulmans français qui votent pour lui, il n'y a pas forcément une adhésion à tout ce qu'il raconte. Même souvent, oui, oui, il est excessif, etc. Mais l'idée, c'est le seul qui nous défend. Parce que eux ont intégré, ont repris à leur compte l'idée qu'il y a vraiment une islamophobie, on parle que de nous, il y en a marre de ces chaînes de télé, dès qu'il y a un musulman, dès qu'il y a un arabe, etc. Voilà. Alors ils passent à côté de la réalité de la société française qui est quand même beaucoup plus complexe que ça et qui est pas du tout islamophobe d'après moi, au contraire. Voilà comment ça fonctionne, quoi. Encore un mot, je viendrai peut-être sur Mélenchon et les Juifs, sur le Mélenchon et l'antisémitisme. On se souvient de cette phrase où il disait qu'il voulait refuser toute génuflexion devant les oukases communautaristes du CRIF. Vous dites vous-même que Mélenchon ne comprend rien à l'histoire du peuple juif, en particulier au messianisme juif, avec sa promesse de rapport entre l'universel et le particulier, la réconciliation entre toutes les nations. Alors c'est ça que vous lui demanderiez, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il est cette incompréhension, ce point aveugle pour lui? Bah, au départ, il connaît rien à tout ça. Il est totalement extérieur. Euh, Quand on travaillait ensemble et qu'on militait à l'intérieur du Parti socialiste, il était extérieur à tout ça. Il était, comment dire, Mélenchon au départ, en tous les cas, c'est comme ça qu'il se présente. C'est un franc-maçon anticlérical, voilà, qui est très, comment dire, oui, qui est très dynamique sur ces questions-là, hein. Je veux dire, dans la discussion, voilà. Donc, les Juifs, c'est pas son truc, quoi, si vous me permettez. Voilà. Et le peuple juif, pour lui, ça existe que d'une manière particulière à l'époque. C'est il milite beaucoup à Massy, et il est très lié à l'époque à la communauté juive de Massy. Voilà. Non, pour lui, c'est un côté sympathique parce que ça renvoie à la Méditerranée. Et comme il s'est construit toute une histoire dans son rapport à la Méditerranée, pour lui, bah, les Juifs, ça fait partie de la Méditerranée, quoi. Voilà, hein. Voilà, si je vous la fais courte. Voilà. Donc, tout ce qui est la culture universelle du peuple juif, qui va générer tant d'esprit de contestation
notamment, on se souvient quand même que dans le cas de la Révolution russe, toute une partie des cadres de la Révolution russe sont d'origine juive. Oui, Bon, il y avait Méniel au comité hein, central. Oui. voilà, bah, tout ça, il connaît pas. Ça passe à côté de lui. Donc, c'est cet universalisme, ce message universel que porte le peuple juif de par sa situation spécifique dans l'histoire, il peut pas le comprendre. Voilà. Et donc, il peut pas comprendre ce que vous appelez le messianisme, etc. C'est vous qui l'appelez comme ça. Hmm. Mais bon, Je m'appelle aussi. nous sommes d'accord, je ne le conteste pas. Alors, votre livre commence, pardon, par un récit qui est imaginé. C'est l'élection présidentielle qui devrait avoir lieu en France au printemps 2027, donc dans un peu plus de 2 ans. Le deuxième tour, donc, on reprend cette hypothèse, hein. Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon. Euh, Finalement, vous vous dites, pour ne pas vivre cette soirée, j'invoque Spinoza, ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre. Comprendre, certes, je viendrai, mais il va vous falloir voter quand même ce jour-là aussi. Est-ce que vous avez fait votre choix? Bah, mon choix, c'est de faire ce livre et d'empêcher que ça se passe. Hmm. Voilà. Euh, euh, donc, je ne réponds pas directement à votre question parce que j'en suis pas là et que c'est surtout quelque chose qui sera terrible si on arrive à ça. Je sais que dans la phase précédente, y compris au moment des dernières élections législatives, toute une série d'amis à moi avaient sorti un texte en disant ni Mélenchon ni Le Pen. Hein. Euh, et aujourd'hui, en privé, tout le monde dit on sera bien ennuyé, quoi. Voilà. C'est difficile pour nous d'aller mettre un bulletin Le Pen au regard de l'histoire et au regard des dangers potentiels, même si beaucoup de choses ont changé, etc. Euh, et ça sera impossible de mettre un bulletin depuis le 7 octobre, c'est impossible de mettre un bulletin Mélenchon. Voilà. Euh, donc c'est un vrai drame si ça se passe et ça sera beaucoup de gens vont être extrêmement en difficulté, les gens de gauche notamment. Hein. Bon. Une dernière anecdote, je viendrai. À la sortie d'un film récent qui s'appelle Le Dernier des Juifs, vous confiez à un ami, la morale de ce film, c'est que notre parcours de juifs d'origine du Maghreb s'achève comme si une parenthèse enchantée sur notre présence en France se refermait. Et pourquoi est-ce que vous parlez spécifiquement des juifs séfarades et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation des juifs aujourd'hui en France? Alors pourquoi? Parce que d'abord moi je suis juif séfarade. Donc c'est comme ça que je le ressens et que je sais que beaucoup et que par ailleurs dans la communauté juive française les juifs séfarades sont devenus majoritaires avec leur propre histoire, leur propre culture qui est pas forcément toujours en adéquation avec tout le reste, mais on s'est installé Oui, massivement après l'exode de 62 en Algérie, après le départ de Tunisie, du Maroc, de tous ces pays du Maghreb. Bon, donc on s'est installé en France et pendant tout un temps, on pensait que notre vie, elle était là, point à la ligne, quoi. Et on n'a pas imaginé que on allait revivre. Au contraire, nous, on était dans la culture, on a rencontré la culture du plus jamais ça. Parce que la culture du plus jamais ça dans les pays du Maghreb, elle existe, mais elle est modérée. Parce qu'on n'a pas vécu, on l'a vécu de manière indirecte. Si, il y a eu des lois anti-juives terribles en Algérie, avec l'abrogation du décret Crémieux, la mise en place de débuts de camps de concentration, etc. Mais c'est pas, on n'était pas aussi marqué que ne l'était la communauté juive ashkénaze. Bon, voilà. Euh, mais on va la reprendre à notre compte, je dirais, cette culture en vivant en France, parce que nos parents, mais des écoles, voilà. Et donc on va la porter moi-même, si je parle à titre individuel, on va se mettre à la porter, c'est en disant voilà, il y a eu la Shoah et depuis la Shoah, puis là on découvre tout d'un coup, à partir du 7 octobre que les prémices de quelque chose sont en train de s'installer, qui vont se développer, que c'est la renaissance d'un antisémitisme de masse, et que dans cet antisémitisme de masse, tous les présupposés, tous les comportements, toutes les violences retrouvent leur place. la Donc, parenthèse se referme. et donc la question que se posent, je pense, des millions, des milliers de juifs en France, hein. Moi d'ailleurs, c'est une des questions qui revient sans arrêt. Hein. C'est on fait nos valises ou on fait pas nos valises? On reste, on a encore notre place, on n'a pas encore notre place. Alors, c'est une question qui est légitime au regard de ce qui est en train de se passer dans la société française aujourd'hui, etc. Voilà. C'est pour ça que je fais je fais cette évocation. Voilà. Le 7 octobre a-t-il renforcé votre sionisme?
Le 7 octobre, il a changé beaucoup de choses, oui, je le reconnais, pour moi, parce qu'il m'a rattaché à une histoire qui était à la fois mon histoire, peut-être, mais à laquelle je me reconnaissais tout en étant ailleurs, je dirais. Moi, j'étais dans un combat social qui était pour moi la chose la plus importante, qui avait structuré mon engagement. Dans ce combat social, il y avait l'antiracisme, la fraternité, il y avait SOS Racisme, etc. Mais tout d'un coup, je me suis retrouvé rattaché à une histoire millénaire rattaché à cette autre histoire parce que, comme on dit, hein, c'est dans le regard des autres qu'on découvre pour une part qu'on est juif. Mais c'est dans le comportement par rapport aux événements du 7 octobre euh, que, que vous êtes renvoyé à cette identité-là. Alors après, il y a deux solutions. Soit vous faites comme si vous n'avez rien vu, ou vous n'avez rien ressenti, ou voilà, soit oui, vous le vivez intimement. Et en le vivant intimement, vous retrouvez votre propre histoire personnelle. Euh, et donc le 7 octobre, j'avais employé cette expression de manière spontanée d'ailleurs. Dans un débat avec Gilles-William Gonadel, j'ai dit, que lui disait j'ai pris 10 ans. Et moi j'avais fait une remarque amicale, j'avais dit moi j'ai pris 2000 ans parce que je me suis tout d'un coup ressenti partie prenante. Et c'est pour ça que dans le livre, je fais un long développement sur la manière je sais que ça peut surprendre, sur la manière dont Léon Trotsky, qui était pour moi un modèle quand j'étais jeune, contrairement à ce qu'on croit, a lui-même, sur cette question-là aussi, face à l'antisémitisme, évolué. Voilà. Puisque je raconte que à la fin du 19e siècle, il est envoyé par Lénine au congrès des juifs sionistes, de socialistes, hein, et qui était une organisation forte qui s'appelait le Bund, il vient pour leur dire c'est la révolution socialiste qui réglera le problème de l'antisémitisme, il n'y a pas de problème spécifique, donc il n'y a pas d'organisation spécifique, donc il y a, etc. Donc et d'ailleurs les dirigeants du Bund disent il a été très agressif dans le congrès, on était étonnés, etc. Donc cette question pour lui elle n'existe pas. Et puis le temps passant, d'abord dans le combat contre le stalinisme, qui va se servir du fait qu'il s'appelle Lev Davidovich Bronstein, comme il le dit lui-même, il dit à partir de 1924, Staline ne m'appelle plus que Lev Davidovich Bronstein. Tiens, pourquoi? Ah, pourquoi? Parce qu'il y avait un antisémitisme prégnant quand même qui était dans la société russe, et il dit lui-même, j'ai bien compris que c'était ça qui était sur lequel jouait Staline, et ça va aller de plus en plus. Euh, et quand il sera, voilà, quand il sera exclu de l'Union soviétique, etc. Tout dans le combat pour affronter les trotskistes, souvent on rappellera leur identité juive à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que lui-même, alors qu'il était très opposé, va, à partir de la victoire de Hitler en 1933, anticiper la Deuxième Guerre mondiale, anticiper le drame qu'elle allait représenter, et anticiper surtout le fait que cette guerre, pour lui, ça va être la destruction des Juifs. Et c'est pour ça qu'il lance plein d'appels partout, etc. Et je raconte cette anecdote que j'ai retrouvée d'une dirigeante sioniste américaine, sioniste socialiste, qui le voit en 1938, et elle raconte qu'elle reste très longtemps avec lui, et à la fin, elle dit, c'est plus Léon Trotsky que j'avais en face de moi, c'est Lev Davidovich Bronstein. C'est un des nôtres. Voilà, et Trotsky est mort en 1940, si je ne Voilà. m'abuse, Oui. Il est aux mort en États-Unis. juillet. Il est assassiné par Staline en juillet 1940 parce que Staline a fait le pacte avec Hitler que prévoyait déjà Léon Trotsky. Mais lui, c'est d'ailleurs étonnant parce que personne n'en avait parlé. Mais moi, j'ai retrouvé. Il est obsédé à partir de la fin des années 30, quoi, au milieu des années 30, par l'antisémitisme et par ce que ça va porter. Et il dit, vous allez voir, ils vont être les plus grandes victimes. C'est d'ailleurs même, on arrive à un paradoxe. Il dit même, il faut pas qu'ils se sauvent en Palestine parce que les nazis vont arriver en Palestine et ils vont les massacrer. Et donc, il appelle les États-Unis et l'Angleterre à accueillir massivement les Juifs. Voilà, et il voit bien que d'ailleurs personne n'en veut. Voilà. Et je viendrai, on voit que vous êtes resté trotskiste, en tout cas, deuxième version. Non, Non. oui, je suis resté trotskiste parce que oui, il y a un aspect affectif qui m'a rattaché à ce personnage. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Qui est Mélenchon, publié aux éditions Plomb. Et je remercie tous nos auditeurs et auditrices pour leur Merci, attention. Merci beaucoup. merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli dans Je vous cette en prie, émission. merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.